l'enregistrer. Donc, si jamais vous voulez le revoir ou le partager, ce sera possible et il sera disponible sur nos différents réseaux dès demain. Donc voilà, je vais laisser la place à nos stars. Une star, faut peut-être pas exagérer. Maintenant, on a la pression. Ah ouais. On est devenus des célébrités, Edouard. Donc, bonjour à tous. Merci à tous d'être présents aujourd'hui. Donc, je suis Salomé Coll, je suis UX UI designer chez Webcam. Donc, on a un studio de production numérique et digitale à Saint-Étienne et à Lyon. On a été créé en 2005. On a à peu près une cinquantaine de personnes maintenant. Et du coup, ça fait déjà un petit moment que on s'est orienté en fait vers l'UX, notre équipe, au niveau de notre équipe créative. Super. Écoutez, moi c'est Edouard Gros-Piron, je suis directeur conseil média chez Cybercité. Donc Cybercité, c'est une agence digitale qui est centrée sur tout ce qui est acquisition d'audience. On a fêté nos 20 ans déjà. En digital, c'est énorme. Donc on fait tout ce qui a trait à l'acquisition d'audience, que ce soit naturel, média paid et data analytics. Et justement, aujourd'hui, on va vous parler algo, data et essayer de décrypter un peu, démystifier un peu ces sujets-là pour voir qu'est-ce qui s'y cache derrière et comment on joue avec les plateformes et comment on peut utiliser tout ça pour votre business. Voilà. Donc, pour introduire les choses, on voulait parler du concept des 3 W. Alors, 3 W, ça évoque pour vous le digital, hein, certainement. Mais les 3 W, nous, on l'entend plutôt au sens win-win-win. TJ, si tu veux bien, merci. Donc, au sens vraiment gagnant pour tout le monde. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est voilà, on est dans un écosystème aujourd'hui où effectivement, il faut que tout le monde soit gagnant. Et toutes les parties prenantes que sont vos clients, donc plaire à vos clients, plaire aux plateformes et puis plaire aussi à votre entreprise et à l'ensemble même des collaborateurs de votre entreprise. Voilà, donc l'idée c'est de voir ce concept des 3 W en termes gagnant, gagnant, gagnant et de l'aborder au long de ce webinaire. Je te laisse la parole du coup sur l'introduction, Salomé. Sur le plan, pardon. Du coup, on va passer à peu près la prochaine heure ensemble. L'idée, c'est de parler un peu plus du contexte d'Internet, de notre utilisation d'un point de vue général et global sur Internet. Ensuite, on va aborder du coup nos 3 grands points. Tout d'abord, comment plaire aux utilisateurs, notre priorité. Ensuite, comment faire plaisir aux algorithmes. Et enfin, la performance digitale de votre entreprise en 2020. Et enfin, nous répondrons à l'ensemble de vos questions. Super. Donc, on enchaîne directement sur le contexte. Et pour reprendre un peu les 3 W et d'abord le plaire aux utilisateurs, les utilisateurs aujourd'hui, ils passent un tiers de leur temps éveillés sur les écrans. Sachant qu'on dort de moins en moins, on observe qu'il y a une corrélation et qu'on passe de plus en plus de temps sur les écrans digitaux, donc desktop, laptop, tablette, smartphone. Et ça, c'était avant le Covid, parce que là, pendant le Covid, la consommation média, elle explose, parce qu'on observe effectivement qu'il y a une augmentation x2 des sites d'actu, une explosion aussi des réseaux sociaux, et une utilisation effectivement accrue du web. Donc, un temps de consommation média qui se veut de plus en plus digital et qui est principalement, il faut bien y penser, porté par le smartphone. Aujourd'hui, la croissance, elle se fait par le smartphone. Voilà, donc au niveau du contexte des plateformes, aujourd'hui, voilà, ça peut faire un peu peur, mais on n'a pas le choix, on est obligé d'y passer. On a des chaînes aujourd'hui qui sont incontournables. La première en France, c'est Google. C'est aujourd'hui la chaîne la plus importante en termes de nombre d'utilisateurs, sachant que Google, c'est aussi Google My Business, 51 millions, c'est en bas à droite, c'est ce qu'on voit. Google, c'est aussi YouTube, 46 millions d'utilisateurs. Donc effectivement, il y a une omniscience et une omnipotence de Google, sachant que Google tire près de 90% de ses revenus de la publicité. Voilà. Donc après, si on était en Chine, on parlerait de WeChat.
Là, ici, en Europe et plus particulièrement en France, on est plutôt sur Google. Donc après, on pourrait détailler les autres plateformes que sont Facebook, qui regroupe aussi Instagram, Amazon, LinkedIn, Pinterest. Voilà, je fais juste un petit laïus, comme je vous le disais, sur les réseaux sociaux, où effectivement, là, les temps passés, il y a des belles opportunités de communication sur les réseaux sociaux en ce moment. Bon, il ne s'agit pas de profiter de la situation, mais il s'agit de se dire que voilà, les gens sont captifs et particulièrement, je pense à Facebook, qui voilà, où on a une utilisation très forte de WhatsApp, de Messenger, les lives sur Insta qui explosent, Pinterest souvent oublié, mais sachant qu'on a des utilisateurs qui sont hyper captifs sur Pinterest. En ce moment, avec le do-it-yourself, voilà, il y a plein de choses à faire. Il y a très, très peu de marques qui l'utilisent. Voilà. Bon. Après, il y a le parent pauvre en ce moment, Waze, effectivement, on ne circule pas beaucoup en voiture. Quoique, si on voit ce qui se passe en Chine, ça risque de revenir très très fort, puisqu'ils reprennent plus les véhicules particuliers que les transports en commun. Bon, et puis TikTok, j'en parle pas trop parce qu'on n'a toujours pas encore vraiment le mode d'emploi. Voilà, donc vraiment un règne des plateformes qu'il faut prendre en compte avec une consommation média qui explose. Après, au niveau du business, 2 chiffres importants. Un cap qui a été franchi cette année en France avec plus de 100 milliards d'euros donc, au niveau du e-commerce, qui a été franchi en 2019. Alors, ce qui est intéressant, c'est de le mettre en parallèle avec le chiffre on va dire, du business, du commerce en France. 1420 milliards. Voilà. Après, ça représente finalement que 7%. Alors, vous me direz que tout ne passe pas effectivement par le e-commerce, mais ça laisse présager qu'on a de belles perspectives de croissance sur le e-commerce. Ceci dit, moi, je vous engage, on va dire, à ne pas faire les silos entre le e-commerce et le commerce normal, traditionnel. Les deux vont de pair. Et penser aussi effectivement au B2B, à l'omnicanal, à la notoriété, au fait de commencer la relation sur le digital. Aujourd'hui, c'est souvent le point d'entrée principal, c'est ce qui va permettre de faire des leads, c'est ce qui va permettre aussi à une marque, à des annonceurs de faire bonne première impression. Voilà, donc si j'avais un message à passer là-dessus, ne voyez pas ces mondes comme antagonistes, mais voyez ces mondes ne faisant qu'un et essayons de trouver des points communs entre ces deux mondes. Voilà. Et du coup, on va attaquer le vif du sujet sur comment plaire à nos utilisateurs. Il faut bien faire une différence entre l'UX et l'UI. C'est quelque chose qu'on a déjà dû vous répéter plusieurs fois, mais c'est deux notions qui sont très très importantes. Elles ont, oui, des points communs. Notre point commun principal, c'est l'utilisateur. L'UX, ça va être l'expérience utilisateur. C'est vraiment le parcours et la création de ce parcours de l'expérience utilisateur. Donc, comment est-ce qu'on va naviguer? Alors que l'interface, ça va vraiment être l'aspect et l'outil utilisé. L'UX cherche à apporter des solutions efficaces aux problèmes et aux attentes des internautes, des personnes qui naviguent. L'UI est ce qui fait le lien entre du coup, cette expérience et notre navigation. Vraiment, le grand point commun, comme je le disais, c'est du coup nos utilisateurs. Merci. Le schéma du coup le plus utilisé pour parler du UX, ça va être celui-là. Je pense que c'est pareil, vous l'avez déjà vu plusieurs fois. On va le réaborder aujourd'hui pour vraiment s'assurer qu'on comprend bien les limites. Donc l'UI design, c'est ce que l'on voit, c'est la conception, le graphisme, l'aspect final que ça aura. Alors que l'UX, que ce soit au niveau de la research ou du design, c'est vraiment fait en amont. Ça va être toute la partie stratégique, toute la partie recherche, notamment les tests utilisateurs. Et du coup, c'est vraiment toutes ces décisions qu'on prend en amont et qui vont permettre en fait de définir le pourquoi du comment on a fait cette interface-là au final. Par exemple, si on est la mairie de Lyon et que demain on cherche à créer un petit chemin, et ben voilà, on aura beau faire le plus beau des chemins entouré de fleurs avec un beau gazon, etc., des grands arbres dans un beau parc, et ben malheureusement, si notre chemin il fait faire un trop gros détour à une personne,
et ben, les personnes qui l'emprunteront vont le contourner. Et du coup, quitte à passer dans la terre, quitte à passer dans l'herbe, quitte à pourrir leur pompe, on cherche tous à aller à l'essentiel. Donc oui, il y a le business, les objectifs en termes de rentabilité pour les entreprises, c'est tout à fait normal, mais il ne faut pas oublier les besoins des utilisateurs. L'UX design, c'est comprendre les besoins des utilisateurs et les mettre en parallèle aux besoins de l'entreprise. Le tout, c'est de bien faire la balance entre ces deux aspects pour qu'il n'y ait pas l'un qui prenne le dessus sur l'autre. Si l'utilisateur se sent valorisé, cela fera aussi évoluer la plateforme, sa perception et la perception de la marque. Il y a toujours des solutions. Il ne faut pas du coup privilégier un aspect plutôt que l'autre pour être conforme, pour obtenir des résultats conformes aux objectifs business et aux besoins des utilisateurs. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 68% des internautes quittent un site internet parce qu'il y a une mauvaise expérience utilisateur et notamment un temps de chargement trop long. Ce temps de chargement, c'est juste la base. Si on doit attendre, on est les premiers à s'en rendre compte. Quand on cherche quelque chose sur un site, si la page ne charge pas, etc., la première chose qu'on va essayer de faire, c'est rafraîchir. Et la deuxième chose, c'est quitter. Essayer de trouver un autre site qui va répondre à nos besoins. En fait, tout ça, il faut juste l'appliquer à notre entreprise en tant que business. L'UX, hop, si tu peux passer à la slide d'après, merci. L'UX, c'est vraiment un processus en étapes. On a du coup 3 grandes étapes. La première, ça va être l'analyse, faire le point, faire le bilan du fonctionnement. Essayer de trouver des solutions qu'on va ensuite hiérarchiser, prioriser et du coup mettre en place avec la création. Et enfin, ces différentes solutions, on va les choisir et on va les retester avant de les développer. Et ces tests, on va les réanalyser. On va peut-être effectuer des modifications en recréant par-dessus et en retestant. C'est vraiment un processus itératif qui va se répéter plusieurs fois pour s'assurer qu'on trouve et qu'on met en place la meilleure solution possible. Et même une fois que c'est parti en développement, il ne faut pas s'arrêter là parce qu'on a encore des tests qui peuvent mettre en place, dont le A/B testing, dont nous parlera Edouard un peu plus tard. Ensuite, on va dresser un bilan de l'état actuel sur 3 points. L'accessibilité, penser aux boutons, au contenu, à la lisibilité et à la clarté des éléments. Est-ce que c'est bien compréhensible? Est-ce que le vocabulaire utilisé est le bon? Ensuite, on va avoir la compatibilité. Au niveau des supports, des appareils, des versions, on va bien penser aussi au responsive aujourd'hui. On est vraiment multi-device, c'est ce que disait un peu Edouard tout à l'heure. On utilise aussi bien notre smartphone, une tablette, un ordinateur. Il faut vraiment que l'outil et la plateforme soient accessibles à l'ensemble de ces appareils. Et enfin, on va penser à un point de vue fonctionnel au niveau de l'architecture, de l'arborescence, de la navigation. Quel est le parcours que l'on souhaite mettre en place pour le navigateur? Où est-ce qu'il souhaite aller? Quel est son objectif? Comment est-ce qu'il navigue? Et enfin, sur tous ces 3 points-là, il va falloir être le plus objectif possible. Ce n'est pas grave de faire des erreurs, mais le tout, c'est de s'en rendre compte et de les modifier. Et du coup, comment on va savoir ce que nos utilisateurs pensent? Alors, ça peut paraître très bête, mais il va falloir leur demander. C'est un peu la base de l'UX. C'est vraiment d'être à l'écoute, de rencontrer, d'écouter et de prendre en compte les retours des utilisateurs. Et pour ça, on va faire des tests utilisateurs. Hop. Du coup, il existe 2 types de tests utilisateurs. Le test initial, qui est un peu un état des lieux de la plateforme actuelle, si c'est possible, parce que tout le monde n'a pas de plateforme comme point de départ. Après, il faut savoir qu'il faut au moins tester 5 utilisateurs pour obtenir 80% des problèmes d'utilisabilité sur une plateforme. C'est peu, mais c'est pourtant un bénéfice énorme. Ça nous donnera toujours des réponses et des détails sur leurs besoins, sur leurs habitudes de navigation. Ensuite, il faut bien prendre en compte le fait que 5 personnes, c'est le plus représentatif de notre cible, mais ces 5 personnes doivent bien faire partie de nos personas. Il ne faut pas tester n'importe qui. Et enfin, ce n'est pas parce qu'on soulève 80% des plus gros problèmes qu'ils sont tous résolus. C'est pour ça qu'on va faire différents tests tout au long, et notamment des tests utilisateurs qui peuvent être faits à n'importe quelle étape de la création pour trouver quels sont les 20 problèmes restants, est-ce qu'ils sont majeurs ou pas. Et enfin, une fois qu'on a mis en place notre solution, on va tester
à nouveau pour s'assurer et pour confirmer la valeur ajoutée par le projet. C'est vraiment confirmer l'impact de la démarche et s'assurer qu'on n'a pas créé d'autres problèmes. Ça fait aussi partie donc, du processus itératif qui du coup permet de s'assurer que le futur produit ou le service fonctionnera au mieux pour les utilisateurs. Et du coup, pour bien choisir nos utilisateurs, il va falloir prendre des utilisateurs correspondant à notre cible. On ne va pas parler de la même façon à une jeune fille, à une maman et à une grand-mère. C'est très important de prendre ça en compte. De plus, je le disais tout à l'heure, dans l'idéal, on va tester 5 personnes parce que 5 personnes, ça nous permet toujours d'avoir un nombre impair. Au cas où, si on a une égalité sur un point de vue, on pourra toujours faire la balance en fait et déterminer tout ça. Les cibles sont très importantes en fonction du parcours à tester parce que tous les utilisateurs n'ont pas le même objectif sur une plateforme. Par exemple, si vous vendez un produit ou un service, un acheteur, l'un de vos clients, du coup, viendra pour se renseigner sur le produit ou le service à mettre en place, alors que, par exemple, un jeune diplômé sera à la recherche d'un emploi. Ce sont deux parcours différents qu'on ne va pas faire tester de la même façon. Et pareil, il faut faire très attention aux biais quand on choisit ses utilisateurs. Il ne faut pas prendre des utilisateurs extrêmes, c'est-à-dire des personnes qui ont des fortes habitudes de navigation si elles ne représentent pas votre cible. Par exemple, quelqu'un issu d'un univers informatique très fort, un directeur informatique, il ne va pas forcément être un très bon testeur parce que du coup, il va avoir tellement d'habitudes de navigation qu'il aura une facilité pour reconnaître les choses. Pareil, les personnes issues d'un milieu digital, les UX designers, etc., on a pareil cette facilité pour reconnaître les éléments et du coup pour comprendre et faire un pas de plus. Et du coup, on va moins peut-être soulever les problèmes parce qu'on en aura moins en fait. Il y a des règles d'or du coup pour réaliser des tests utilisateurs. D'abord, il faut déterminer l'objectif. Quel est notre objectif? Qu'est-ce qu'on veut faire? Ensuite, on va définir le parcours. Le parcours, c'est les différentes tâches qu'on va demander à nos utilisateurs d'accomplir tout au long du test. Enfin, il ne faut pas biaiser l'utilisateur. Il faut rester le plus neutre possible. Notre objectif, c'est d'obtenir des réponses. Et si les réponses sont orientées, ça ne nous aidera pas. Par exemple, on ne va pas lui demander ce qu'il aime dans la plateforme parce que ça comprend le fait qu'il l'aime. On va lui demander si oui ou non il aime la plateforme parce que du coup, il pourra nous dire très honnêtement, non, j'ai pas aimé parce que si ou parce que ça. Et enfin, il faut toujours laisser une petite place à l'inattendu parce que en naviguant, un utilisateur ne comprendra peut-être pas quelque chose et du coup, il va falloir qu'on soulève le point et qu'on lui pose des questions complémentaires pour être sûr de bien comprendre quelle est la problématique. Le déroulement d'un test. Alors, un test utilisateur, ça dure à peu près 45 minutes à 1 heure. Ça peut se faire très bien en face à face ou en visio. Aujourd'hui, comme notre webinaire, de plus en plus de choses se font en visioconférence parce qu'on ne peut pas toujours se déplacer, puis parce que les déplacements ont aussi un coût, ça prend beaucoup de temps. Et du coup, la visio est très très pratique. Il faut bien comprendre que le test utilisateur permet de tester une plateforme et pas un testeur. On ne va absolument pas prendre en compte si le testeur se trompe, ce n'est pas de sa faute. Il faut vraiment qu'il soit rassuré et qu'il comprenne bien qu'il est ici pour tester la plateforme selon ses propres habitudes de navigation. Si ce n'est pas compréhensible pour lui, ça veut dire que ça ne l'est pas du tout. Donc, un test, ça se déroule comme ça. Donc, d'abord, on va avoir l'accueil et les remerciements. C'est quelque chose de très simple, de très bête, mais un sourire, ça n'a jamais rien coûté. Et ça permet de mettre en confiance. C'est quelque chose de bête, mais c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas oublier. À ce moment-là, on va aussi parler de l'anonymat, de la possibilité et de bien faire signer le consentement pour l'enregistrement, parce que du coup, on peut pas, un UX qui est présent et qui fait un test utilisateur ne peut pas et poser des questions et regarder les réactions de l'utilisateur et faire le déroulé et en même temps prendre des notes sur tout ce qui se passe, chronométrer, etc. Ensuite, on va présenter le test. Comment ça va se passer? Le but, c'est d'être le plus clair possible pour le testeur et qu'il se rende bien compte de ce qui va se passer, qu'il ne soit pas un peu inquiété ou stressé par rapport à ça. Ensuite, on va avoir quelques questions préparatoires pour s'assurer qu'il correspond bien à notre cible et puis garder toutes ces informations-là ensemble. Ça va être des questions très simples sur ses habitudes de navigation, sur combien de temps est-ce qu'il pense qu'il passe sur Internet, quel est son site préféré, etc.
Ensuite, on va arriver aux tâches, le vrai déroulement du test. Donc là, on va lui demander d'accomplir des tâches relativement vagues pour qu'elles ne soient pas trop précises. On ne peut pas lui demander, par exemple, de cliquer sur un bouton spécifiquement. On va lui demander de naviguer de telle à telle page. Et du coup, on va regarder un peu le parcours qu'il prend pour naviguer. Ça, on va le faire sur plusieurs tâches. Voilà, pour tester l'ensemble des maquettes ou du site déjà mis en place. Enfin, une fois qu'on aura posé donc toutes nos questions et que l'utilisateur aura répondu à toutes nos tâches, on va avoir quelques questions finales sur le déroulé du test. Est-ce que ça lui a plu? À quoi est-ce qu'il s'attendait? Est-ce qu'il a des questions, etc. Enfin, le remerciement, très important. C'est toujours la même chose, un sourire n'a jamais rien coûté. Et enfin, la rémunération. La rémunération, s'il y en a une, elle peut être très importante pour aider à trouver des testeurs. Parce qu'elle motive, forcément. Ça nous donne un but en plus. Mais il faut se méfier de ne pas tomber dans le cadeau qui est un peu gadget et inutile, que le testeur n'a pas besoin, et du coup, ça ne lui sert à rien. Ni dans une rémunération qui est trop importante, parce que du coup, ça va être le seul objectif du testeur, d'obtenir sa rémunération, et du coup, en nous donnant un peu des réponses à la va-vite pour nous faire plaisir et sans soulever de vrais problèmes et de vrais points. Enfin, c'est quelque chose qui peut paraître un peu bête, mais c'est pareil, un client ne peut pas être présent à un test utilisateur parce que inconsciemment, il risquerait de biaiser le testeur. On est tous comme ça, hein. On nous a appris depuis l'école primaire, voire maternelle, qu'il faut absolument donner la bonne réponse, c'est bien, etc. Et bah oui, sauf que donner la bonne réponse, ça veut aussi dire des fois donner une réponse qui ne va pas forcément plaire à la personne qui est en face. Et du coup, c'est pour ça qu'on préfère ne pas avoir le client qui est présent. Nous, chez Webcam, on utilise beaucoup Adobe XD pour créer nos maquettes. Du coup, ça nous permet d'avoir tout un aspect qui est collaboratif et interactif avec les clients qui peuvent nous laisser du coup des retours directement annotés sur les maquettes. Et là, dernièrement, donc forcément, il faut s'adapter avec le Covid. Et du coup, on a utilisé Useberry, qui est une extension gratuite de Adobe XD. Et du coup, qui permet de faire des tests utilisateurs directement en ligne. Donc, en fait, ça crée un petit lien. On planifie notre test avec nos différentes tâches. Ça crée un lien qu'on peut directement partager à nos testeurs. Et du coup, ça leur affiche les tâches au fur et à mesure qu'ils doivent les compléter. Et ça nous donne les résultats. Donc, ça va nous donner les résultats sous différentes données, donc des heatmaps, où du coup, là, ça va être vraiment les points de chaleur correspondant aux endroits où les utilisateurs ont cliqué. Les user flow, quel est le parcours qui a été utilisé, de quel écran à quel écran est-ce qu'ils ont navigué. Ensuite, on va avoir le détail de chacune des tâches complétées, quel est le pourcentage de succès et le temps passé. Et enfin, une version un peu plus globale de chacune des sessions. Du coup, c'est très important que l'UX designer soit présent en fait pour ces tests-là. Il ne faut pas juste envoyer le lien parce que si on envoie le lien, oui, on arrive sur des résultats. Donc, bien sûr, ça va nous donner de la donnée brute qui est importante. Mais par contre, on ne saura pas pourquoi le testeur a mis 1 minute 32 pour se rendre sur la page NoDMS. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 1 minute 32? Parce que si ça se trouve, aller sur la page NoDMS, c'est clairement 2 clics peut-être. Et du coup, 2 clics fait en 1 minute 32, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il a pris le temps de lire? Et du coup, ça justifie ces 1 minute 32. Est-ce qu'il hésitait et du coup, il ne savait pas vers où se diriger? Est-ce qu'il a essayé de cliquer ailleurs et du coup, il pensait qu'il était sur le bon parcours et en fait, non. Et du coup, c'est là qu'en fait, on a vraiment besoin d'être présent en tant que UX designer pour s'assurer de la cohérence de tout ça et s'assurer qu'on puisse interagir avec la personne si on voit qu'elle part sur un parcours. Bon, ça veut dire qu'elle n'est peut-être pas sur la bonne route, donc on sait qu'il a mis 1 minute 30, parce qu'en soi, c'est pareil, retourner sur la page d'accueil, on a 1 minute 9, retourner sur la page d'accueil, c'était simplement cliquer sur le logo en haut de la page. Sauf que pendant cette minute, qu'est-ce qui s'est passé? Et du coup, c'est là que l'UX doit être présent du coup, pour poser des questions. Et puis même si le langage corporel est très, très important, donc du coup, il faut bien voir l'utilisateur. Donc c'est pour ça qu'il faut la visio et le partage d'écran. Et du coup, ça nous permet de comprendre son process, son parcours, etc. Et enfin, toutes ces données vont être analysées et anonymisées pour déterminer quelles sont les améliorations à mettre en place sur la plateforme. Ensuite, on va parler des bonnes pratiques. Il en existe
4 grandes pratiques que j'ai listées, on est là pour comprendre les besoins et les motivations réelles des utilisateurs. On ne doit pas faire de suppositions sur ce qu'on pense savoir. Parce qu'on a nos propres habitudes de navigation, mais on ne peut pas être considéré comme testeur de notre propre plateforme, parce que forcément, notre avis est biaisé. Ensuite, c'est vraiment d'aligner les objectifs business et les besoins de nos utilisateurs pour s'assurer de l'efficacité, de l'efficience et de la satisfaction. Et en fait, tout ça, si on prend ça, mais en fait, on se rend compte que Google l'a bien compris. Combien de fois on est arrivé sur un ordinateur qui n'était pas le nôtre? On a ouvert l'ordinateur, on a ouvert le navigateur et c'était Bing, Yahoo ou Edge. Et combien de fois on a tapé Google? Voilà, rien que ça, Google fait partie de nos habitudes de navigation. Parce qu'aujourd'hui, quand on va sur Google, on a une bonne expérience. Aujourd'hui, Google, c'est 96% du trafic de recherche sur mobile. La part de marché, elle est un peu moins élevée sur desktop, elle est à 81%. Mais du coup, Google, aujourd'hui, nous affiche des réponses plus précises, plus pertinentes et nous procure un sentiment de confort et de confiance. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on arrive sur Google, on va faire notre recherche et les sites qui apparaissent derrière correspondent à de bonnes habitudes de navigation. Ils correspondent aux besoins des utilisateurs. Et en fait, ça, Google s'en est rendu compte. Et du coup, Google a intégré dans son algorithme des principes d'UX pour s'assurer qu'on ait une bonne expérience globale sur Google. Parce qu'en fait, si on va sur Google, qu'on fait une recherche et que le site sur lequel on arrive ne correspond pas à notre besoin, c'est toute l'expérience Google qui sera mauvaise. C'est pas juste l'expérience sur le site. Et du coup, Google s'assure que le site proposé répond aux besoins d'utilisateurs, il le fait remonter grâce à son algorithme, et du coup, on est heureux de naviguer sur Google. Et je te laisse la main sur ça. Merci Salomé, merci beaucoup. Et je pense que, voilà, alors après tout ce que tu nous as expliqué sur l'UX, moi je sais pas pour vous, mais moi j'ai envie de faire des tests utilisateurs, voilà. Et finalement, on se rend compte que si en plus, en faisant 5, ça élimine déjà pas mal d'écueils, Oui. je vais dire, voilà, faut y aller, quoi, tout simplement. Je pense qu'aujourd'hui, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est une première impression qu'on laisse au travers de l'écran du digital. Donc, le test utilisateur est vraiment obligatoire et à intégrer. Donc, on va passer à la séquence, je te remercie, sur plaire aux algos, parce que ça fait effectivement la bonne transition avec les plateformes. Alors, c'est vrai, tu le disais par rapport à Google. Alors, pour revenir sur Google, la formule, elle est simple, elle n'a pas changé depuis 20 ans. Eux aussi ont plus de 20 ans. Et c'est vrai que Cybercité est né, on va dire, à la base sur le trafic des moteurs de recherche. Et on a fait effectivement son activité principale. Donc, le principe de Google, il est simple, c'est répondre à un besoin. Et ça n'a pas changé depuis le départ. Alors, les résultats de Google, ils ont évolué. Là, on a une screen de 2011. Si vous regardez cette screen, vous voyez en rose des résultats sponsorisés, parce que, encore une fois, Google se finance par la pub à près de 90%, et des résultats en naturel en vert. Donc là, on voit déjà que la pub, pour info, elle peut occuper jusqu'à 70% de part de visibilité en termes de résultats. Et ça, c'était en 2011. Le point marquant, c'est qu'en 2011, on était desktop, ordinateur first. Et on n'était pas aussi mobile que maintenant. Aujourd'hui, si je passe sur la slide suivante, on a des résultats sur le moteur de recherche qui ont évolué, qui vont avec l'évolution de la consommation média pour que, effectivement, les résultats qui soient servis soient responsives et effectivement soient adaptés à une consultation mobile. Donc là, ce que l'on voit encore une fois, c'est la part omniprésente des liens sponsorisés en rose, où on voit que ces liens sponsorisés, ils apparaissent en premier. Aujourd'hui, on peut en avoir jusqu'à 4 en haut, 3 en ce qu'on appelle en bottom. Et ça, je ne compte pas encore les Google Shopping qui peuvent se juxtaposer sur les résultats. Donc, on voit que la part des liens sponsorisés en termes de visibilité, elle n'a cessé d'augmenter. Et chaque mois, on a des nouveautés Google qui
qui augmente cette part de visibilité, cette prégnance des liens sponsorisés. Mais encore une fois, répondre à un besoin, ça vaut aussi pour les liens sponsorisés. C'est-à-dire que si vous faites des liens sponsorisés, vous paierez moins cher si vos campagnes elles sont bien structurées, si votre landing page elle répond bien, si vous avez un bon UX. Donc, vous avez tout intérêt à soigner ces choses-là pour, in fine, payer moins cher si vous faites des campagnes. Sur la partie référencement naturel, comme on le voit, là aussi, les résultats, ils évoluent tout le temps. Voilà, il y a différentes évolutions au niveau de Google. Je ne vais pas vous les détailler toutes, mais il faut voir le moteur de recherche comme un moteur de réponse. Donc, encore une fois, là, on a des exemples sur cette même requête. Thalasso, qui est une requête générique, et on va voir s'afficher directement une réponse en naturel qui va s'afficher en premier résultat, qu'on pourrait appeler aussi aujourd'hui communément une position 0. Donc là, forcément, on a un privilège de visibilité. Après, vous me direz, ce qu'il y a, c'est que la personne, elle ne va même pas cliquer aujourd'hui sur le lien pour aller sur mon site. C'est vrai que Google, aujourd'hui, il a même tendance à faire en sorte de garder les utilisateurs et de faire en sorte qu'ils ne s'échappent pas. Ceci dit, ce qu'on peut vous dire, c'est que ce type de position que vous voyez aujourd'hui en position 0, ça permet quand même de générer des audiences qui sont très fortes, et on dira ce qu'on voudra, mais plus vous apparaissez de manière visible, de manière prégnante et un top résultat sur Google, plus vous aurez de trafic sur votre site internet. Après, si on regarde le cas particulier que je vous présente, Thalasso, attends, juste avant, excuse-moi, pour rester sur Thalasso, vous avez là un cas de figure où vous avez à la fois un lien sponsorisé en premier résultat avec Thalasso et aussi un lien naturel en position 0 avec Thalasso. Donc, ce qui fait que là, vous avez un taux de confiance et une visibilité qui fait que Thalasso, sur cette requête, alors c'était à l'heure où on avait fait cette capture d'écran, il apparaît comme leader et incontournable. Donc là aussi, en termes de stratégie pour une marque, c'est pas parce qu'on fait des liens sponsorisés qu'on va tout rafler. C'est pas parce qu'on fait du SEO qu'on va tout rafler. On peut avoir une stratégie d'occupation totale qui consiste à doubler et à prendre la part de voix qui est maximum. Voilà. Donc, pour aller plus en détail sur la slide suivante et sur ces positions 0, vous allez me dire, bon, alors comment je fais pour remonter avec mon site sur ces positions 0 ou dans les top résultats. Sans rentrer dans le domaine technique, il faut retenir 3 choses. La première, c'est les contenus de votre site, la stratégie sémantique que vous allez avoir et qui vont répondre à ce besoin. Si vous n'avez pas de contenu aujourd'hui, si vous n'avez pas la bonne stratégie sémantique, ce n'est pas la peine d'espérer se positionner. Donc, soignez vos contenus. Le deuxième point important, ça va être l'optimisation technique. Pour obtenir une position 0, comme on le voit ici avec les Ménuires, ou pour obtenir une position 0 avec le site de Cybercité sur une requête un peu technique sur les Google Ads, ce n'est pas le fruit du hasard. Il faut simplifier le travail de l'algorithme. Aujourd'hui, Google, il a plus de 2 milliards de sites à crawler. Donc, ce qu'il faut, c'est lui simplifier la tâche. Pour simplifier la tâche, il y a tout un tas de trucs et astuces, on va en voir 2-3, mais qui vont permettre de faciliter le job de Google et qui vont permettre à votre site de mieux se positionner. Le troisième point important enfin, ça va être les liens et la popularité que vous allez faire sur votre site internet. Donc ça, c'est assez difficile à obtenir. Après, vous pouvez faire du netlinking externe, mais c'est tous les liens qui vont pointer sur vos pages. Je parle de liens qualitatifs, bien entendu. Surtout, n'achetez pas des liens en masse, ça peut faire des ravages. Et effectivement, c'est ce qui peut faire la différence sur des requêtes concurrentielles. Donc, comme on le voit aujourd'hui, prenez en compte que voilà, tout simplement, Google aujourd'hui, c'est un moteur de réponse. Plus vous avez de contenu sur votre site qui répond à une stratégie sémantique, et plus vous avez de chances de remonter dans les résultats avec une bonne optimisation. Voilà, donc si on passe à la slide suivante, un exemple de cas concret,
j'ai pris volontairement une optimisation sur des pages magasins parce que je fais le constat malheureux que c'est le parent pauvre aujourd'hui, souvent auprès des clients qui sont souvent des clients retail et qui ont des business, et que c'est dommage effectivement de ne pas optimiser ces pages-là. Pourquoi? Parce que souvent, il y a des modules de store locator et que ces modules de store locator ne sont pas optimisés. Le fait de rajouter tout simplement la marque plus le nom de ville, d'optimiser l'URL, d'optimiser le H1, les balises, de rajouter du contenu, c'est ce qui va vous permettre de remonter sur des requêtes génériques géolocalisées. Magasin de jeans Cannes, ou là, si je prends Boucherie André, donc qui a 8 magasins dans la région, vous allez remonter dans les top positions en référencement naturel sur traiteur, boucherie, charcuterie, liées à des requêtes géolocalisées. Voilà, donc un exemple concret de ce qu'on peut faire avec de l'optimisation SEO et qui se traduit par des résultats derrière. L'autre point sur la slide suivante, TJ, si tu veux bien. L'importance de la landing page aussi, elle est omniprésente pour les campagnes. Si vous investissez dans des campagnes médias paid, l'objectif, c'est que vous maximisiez vos taux de conversion. Et encore une fois, là, ce que je vous invite à faire, c'est à penser landing page. Le taux de conversion d'un site internet moyen, pour faire simple, c'est souvent 1%. Et je suis très gentil quand je dis 1%. Donc, si j'augmente ce taux de conversion si je le porte à 1,5%, c'est plus 50% de leads que je vais pouvoir faire. Donc, c'est énorme. Donc, en termes d'efficacité de campagne. Et quand on opte pour ce type de landing page, sachez que par rapport à renvoyer sur une page classique, on peut optimiser par 3, par 4, par 5, voire par 10 les taux de conversion. Alors, ça va nous servir à différents titres, on va le voir après dans l'éducation des algorithmes. C'est que ce qu'il faut penser en termes de landing page, c'est qu'est-ce que vous voulez faire à l'utilisateur. Là, on rejoint ce que disait Salomé sur l'UX. Donc, qu'est-ce que je veux lui faire faire? Je veux lui faire télécharger un BR, comme dans le cas de Bouchara. Je veux lui faire aller sur mon réseau de boutiques, comme le cas de Solabiol. Je veux lui faire faire une étude gratuite de vie personnalisée comme Akena. Donc, pensez landing page et pensez objectif de campagne dès à présent quand vous les faites. Pensez aussi mobile, responsive. Là on vous montre un exemple de landing Akena qui est mobile. Et c'est important de designer et de tester vos campagnes, enfin vos landings, pardon, sur mobile. Si tu veux bien passer. Voilà, donc comme on l'a dit, l'objectif, il est aujourd'hui super important et même en termes, même avant même de commencer vos campagnes sur les plateformes, même avant de faire quoi que ce soit, définissez vos objectifs marketing. Qu'est-ce que je veux faire? Alors souvent, ce qui nous est demandé, je veux faire plus de ventes, je veux faire plus de leads. Mais il peut y avoir aussi des objectifs qui sont liés à la marque, à la couverture d'audience, à du trafic engagé. Donc ça, il est essentiel de bien le définir. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'aujourd'hui, quand vous faites des campagnes sur Google ou sur Facebook, donc si vous mettez de l'argent sur ces plateformes-là, mais je pourrais prendre Pinterest aussi, je pourrais prendre d'autres plateformes, la première chose qu'on vous demande, c'est quel est votre objectif de campagne. Et d'ailleurs, on va voir que les objectifs, finalement, entre les plateformes, ils se rapprochent. Je veux créer plus de trafic sur mon site, je veux faire plus de conversions, je veux faire du trafic en magasin, je peux optimiser aujourd'hui des campagnes pour faire du trafic en magasin, hein, chose qui n'était pas possible il y a 2 ans par exemple. Donc ça, c'est ultra important. Et sachez qu'effectivement, on peut avoir des campagnes qui sont multi-objectifs. Ce qui fait que souvent, avec nos clients, aujourd'hui, on a des campagnes de performance pures pour faire du ROI, avec un budget dédié ROI, des campagnes pures de notoriété qui sont là pour faire de la couverture d'audience sur des personas, sur des audiences clés et qui sont là pour valoriser la marque. Et puis, on peut avoir des campagnes pour embaser, des campagnes pour générer du trafic en magasin, etc. Donc ça, c'est ultra important et c'est ce qui va définir
aussi comment l'algorithme va se programmer derrière. C'est-à-dire que dès lors que vous indiquez à Google « je veux générer plus de trafic », l'algorithme derrière, il va optimiser pour vous obtenir plus de trafic. Idem pour les conversions. Voilà, donc ça, étape super importante. Autre étape, je prends l'image sympathique du Tamagotchi et finalement, ça revient aujourd'hui à éduquer Google, Facebook, mais aussi, comme je vous le disais, Pinterest, toutes les plateformes, le programmatique. Aujourd'hui, nous les éduquons à travers des pixels. Donc, comme on l'a vu, on a des objectifs de campagne qui sont définis. À ces objectifs, pour faire simple, on a un pixel qu'on va poser sur votre site, un tag qu'on va poser sur votre site et qui va indiquer à la plateforme comment optimiser dynamiquement votre campagne. Ce qui va permettre à Google, si je lui indique que je veux maximiser les conversions et que j'ai mis mon pixel sur la page de confirmation de paiement, ça va permettre à Google d'optimiser la diffusion sur les gens qui ont le plus de chances de convertir. Alors, comment ils font ? Ils croisent par rapport aux millions d'utilisateurs qu'on a vus dans le contexte, parce que Google, Facebook et toutes les plateformes enregistrent nombre de data sur nous et qu'ils savent si derrière, effectivement, on sera plus apte à convertir que tel ou tel autre internaute. Donc, là encore, c'est ultra intéressant et ça change aussi la manière de faire nos campagnes. Depuis 2 ans, notre métier, on va dire en campagne média a considérablement évolué. Et effectivement, aujourd'hui, ça consiste à dresser ces algorithmes, à placer les bons tags. Et encore une fois, alors, par exemple, on peut faire des conversions, certes, mais pour optimiser sur de l'e-commerce. Mais parfois, ce qui compte, c'est d'avoir plus de data pour bien éduquer l'algorithme. Donc, parfois, vous pouvez avoir intérêt à placer l'éducation de votre pixel, de votre algo, non pas sur la confirmation de paiement, mais sur la mise en panier, parce que vous allez avoir plus de data et que l'algorithme il va se nourrir de ces data et il sera d'autant plus efficace. Donc, un autre exemple aussi, pour une marque de médicaments, on avait optimisé l'algorithme sur un temps de lecture. Supérieur à 30 secondes, un vrai temps de lecture. Donc, on envoyait le pixel uniquement aux internautes qui avaient passé plus de 30 secondes sur la page. Voilà, donc, et c'est ce qui va permettre d'optimiser dynamiquement derrière votre campagne. Donc, pensez à éduquer vos algorithmes. Derrière, vous allez optimiser la campagne. Derrière, on va pouvoir faire aussi ce qu'on appelle des profils jumeaux, c'est-à-dire on va pouvoir dupliquer vos audiences. On va pouvoir faire en sorte que le panel des gens qui sont allés sur la page panier ou qui ont passé plus de 30 secondes sur votre page et qui sont, on va dire, le plus bankable pour vous, eh bien, on va pouvoir les dupliquer et aller prospecter des audiences similaires. Donc, c'est toute une manière de faire des campagnes qui a changé aujourd'hui et qui a fait évoluer énormément notre métier, je vous dis, ces 2 dernières années. Alors, ce qu'il faut savoir, je vais être très transparent avec vous, c'est qu'il y a 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, ça marchait pas bien. Mais aujourd'hui, ça marche très bien. Aujourd'hui, on a les meilleurs résultats sur ce type de campagne. Salut Jean-Noël, on voit passer. Mais écoutez, vous retrouverez effectivement, en tout cas, merci vous êtes toujours plus de 90, donc c'est super sympa. Donc, pensez à élever et éduquer les pixels, c'est la base clé pour effectivement faire des campagnes qui soient le plus efficaces. J'en profite juste aussi pour dire une chose importante, c'est que non seulement vous pouvez le faire à base de pixels, mais là aussi, vous pouvez essayer de réconcilier vos données data CRM et les faire parler avec les plateformes. Donc là encore, segmenter vos bases et faire en sorte de trouver des profils jumeaux similaires sur des gens qui sont le plus bankable pour vous, par exemple. Voilà. Slide suivante. Donc, tout ça pour en venir, on va dire, au troisième gagnant, la performance digitale au niveau de votre entreprise aujourd'hui.
Donc là aussi, on a tenté de démystifier l'algo. Et pour ça, ce qu'il faut faire, c'est, si tu veux bien changer de slide, il est essentiel de suivre les bons KPI. Alors, les KPI, aujourd'hui, on en entend parler de partout. Les KPI au sens digital, si vous utilisez Google Analytics, vous savez, voilà, vous savez ce que c'est. Les classiques, c'est chiffre d'affaires, taux de conversion, panier moyen, visite, le fameux taux de rebond. On pourrait y passer, je pense, ça vaudrait le coup de faire un webinaire dessus parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites et finalement, ce n'est pas révélateur. Donc, les classiques, moi, je vous inviterais franchement à les délaisser. Aujourd'hui, les classiques, c'est des vanity metrics. Alors, ça peut servir, hein, ça peut être politique dans une entreprise de dire ah, mon site, il fait tant de trafic, ah, j'ai tant de milliers de fans, etc. Mais aujourd'hui, c'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est que vous ayez effectivement du business qui se développe sur votre site, des actions et de l'engagement. Donc là-dessus, voilà, moi j'ai préféré vous orienter plus sur des KPI, sur le pourcentage de CA digital, sur le pourcentage de CA omnicanal. Comme on l'a vu tout à l'heure avec l'exemple que je vous ai donné, on peut inventer des KPI qui soient propres à votre campagne ou à votre écosystème. Finalement, moi, faire du trafic sur un site internet, c'est facile. Faire du trafic engagé sur des gens qui lisent vos pages, voilà, c'est le défi. Et pourquoi pas mettre en place un KPI sur le taux de scroll, sur la durée d'une page vue, ça c'est important. Après, par rapport aux bases de données aussi, essayons de désiloter un peu tout ça et essayons de croiser les choses pour aujourd'hui, comme je vous le disais, réconcilier les données et calculer des Customer Lifetime Value. Effectivement, si je viens pour acheter une paire de chaussures sur un site internet, je peux revenir 6 mois après, en racheter une autre, etc. etc. Donc là-dessus, moi, je vous engage vraiment à réfléchir. Je lis vos commentaires en même temps avec Mehdi qui garde le panier moyen ou plutôt le panier médian. Salut Mehdi. Donc moi, je vous engage vraiment à réfléchir effectivement sur les bons KPI à mettre en place et à les challenger et à faire en sorte que ces KPI puissent être diffusés derrière au sein de l'entreprise. Autre KPI aussi à intégrer qui est complètement digital aujourd'hui, le Net Promoter Score. Le Net Promoter Score qui peut intégrer les avis Google, qui peut intégrer les avis Facebook et les avis de tout un tas d'autres plateformes aujourd'hui qui sont partie prenante et qui peuvent faire rayonner au niveau de tout votre staff. Voilà. Le trafic magasin aussi, qui est désormais disponible sur certaines plateformes, qui va permettre de calculer combien vous ramenez de visites dans vos magasins. Et aujourd'hui, on a pu le vérifier avec des clients. Les données qui sont communiquées sont des données qui sont assez justes et proches de la réalité. Voilà. Donc, on a vu ces KPI. Après, ce qui compte, c'est comment vous les diffusez avec des dashboards, avec des cockpits de performance digitale. On a des outils de DataVis. Vous en avez un qui est gratuit, qui est Data Studio, qui permet de faire plein de choses et qui permet de faire passer des messages. Là encore, l'idée, c'est pas de se noyer dans la data. L'idée, c'est vraiment de choisir les bons KPI qui vont s'adresser aux bonnes personnes dans l'entreprise pour que effectivement ça puisse leur parler. On ne va pas mettre les mêmes data pour un codir que pour un pilotage opérationnel de campagne ou pour aujourd'hui des réseaux de magasins. On a certains clients aujourd'hui qui commencent à diffuser leurs data au niveau des directeurs de magasins. Donc là, c'est intéressant. Quand on parle de digitalisation, là, on est dans le cas concret. Et aujourd'hui, partager ce type de data, c'est essentiel et c'est ce qui va permettre effectivement de vulgariser et de désacraliser un peu ce digital. Voilà. Au passage, là, voilà, enfin, je notais juste, j'avais juste mis en exemple un dashboard juste avant. On avait l'exemple d'un client qui n'avait pas forcément à droite, qui n'avait pas forcément augmenté son trafic, mais qui avait fortement augmenté son taux de conversion. Et comme tu le disais, Salomé, qu'est-ce qui a fait qu'il a fortement augmenté son taux de conversion d'une année sur l'autre? C'est la vitesse et le temps de chargement.
vitesse et temps de chargement, vous le voyez, et là vous avez que le trafic issu des campagnes. C'est pareil sur l'organique, et voilà, ça se traduit vraiment par du million d'euros. Hein. Là, on parle du million d'euros. Donc, d'où l'importance de s'intéresser à ces sujets-là. Enfin, pour reboucler, on a l'immense avantage sur le digital, c'est de pouvoir tester, c'est d'être live, hein, comme on l'est tous à l'heure actuelle. Là, je vous montre l'exemple d'un client pour lequel on se dit, alors le formulaire, il vaut mieux qu'il soit au centre, il vaut mieux qu'il soit à droite. Donc là, on a vraiment deux landing pages qui sont assez différentes et qu'on va pouvoir A/B tester. Et là, encore une fois, ni vous ni moi pouvons dire qui va gagner. Il n'y a qu'en faisant le test, en le confrontant à des audiences et à vos personas qu'on va voir derrière quelle est la solution gagnante. Voilà. Donc là, on a l'exemple de landing qui sont un peu radicalement différentes, mais on peut aller beaucoup plus en finesse. Si on prend l'exemple suivant, là, vous le voyez peut-être en tout petit, mais finalement, on rajoute la livraison gratuite. Et là, ce qu'il faut voir, c'est qu'avec un outil comme Google Optimize, on n'a pas besoin de passer par de la programmation ou le CMS. On fait la modif directement avec Google Optimize, et on peut changer des choses sur le site sans passer par la prog. Donc, c'est assez flexible. Maintenant, je vous dis attention, il ne faut pas non plus se lancer dans des tests, on va dire, à tire-larigot, si je puis dire. Ce qu'il faut, c'est quand même bien organiser ça. Au début, voilà, il y a toujours quelque chose que l'on pressent, et une intuition. Et il s'agit de vérifier ces intuitions, d'organiser les choses et d'organiser le plan de test. Encore une fois, ce qu'il faut, c'est que l'on collecte suffisamment d'audience pour mener ces tests. Et quand on dit collecter de l'audience, donc ça veut dire qu'on n'a pas les résultats en un jour. À moins que votre site fasse vraiment des centaines de milliers de visites en quelques jours, même si on a de plus en plus de fort trafic, il faut quand même collecter de la data. Donc ce genre de test, voilà, on va parler en semaines, on peut parler communément, on est sur des ordres de tests qui vont durer 3, 4, 5 semaines communément, pour faire simple. Voilà, donc A/B tester, on est sur un levier qui est flexible, qui est agile, donc autant faire se peut. Pour conclure, Salomé. On récapitule du coup rapidement nos 3 W. Du coup, l'important, c'est bien évidemment de reprendre les besoins utilisateurs. Il y a aujourd'hui des méthodologies qui existent et qui sont mises en place pour réduire les risques et les coûts. Forcément, ça a un coût initial. Forcément, ça prend un peu plus de temps au niveau de la création et la mise en place du projet. Mais ça permet de s'assurer de l'efficacité, de réduire derrière les coûts de développement, parce que du coup, on trouve aussi des problèmes majeurs qui auraient pu être développés et qui sont du coup résolus directement dès la phase de conception. Et du coup, il ne faut surtout pas s'en priver, hein. Il faut y aller et puis bien penser à nos utilisateurs, que ce soit en amont avec les tests comme on en parlait, ou après, même au niveau de la donnée, bien analyser sa donnée, récolter de la donnée, c'est bien, mais il ne faut pas juste la garder en tant que telle. Il faut bien essayer de la comprendre et de la mettre en place, de s'en servir pour améliorer toujours dans cet objectif-là. Et puis, alors après, au niveau des plateformes, déjà, moi, ce que je vais vous conseiller, c'est vraiment de choisir vos plateformes aujourd'hui. On fera un petit clin d'œil à la fin, mais dans le dernier More Traffic, More Business, on a fait un tableau pour vous aider à les choisir justement en fonction des typologies d'entreprises que vous pouvez représenter, que ce soit du B2C, du B2B, des marques, des enseignes à réseau. Donc, il faut choisir ses combats. Et on l'a vu, on est obligé de passer par ces plateformes qui sont on va dire les chaînes principales et les portes d'entrée, les passe-plats, je dirais. Donc, jouez avec ces plateformes pour les intégrer à votre écosystème digital, pour les intégrer à votre système d'information, pour les intégrer à votre marketing, pour les intégrer voilà, à l'ensemble de votre business. Et puis enfin, plaire dans l'entreprise,
c'est le dernier win, il est pour vous, il est pour votre entreprise, il est pour vos collaborateurs. Je pense qu'on a un rôle aujourd'hui d'évangéliser, de démocratiser le digital. On l'a vu, il y a encore beaucoup de choses à faire, hein. Quand on voit les chiffres, même s'ils ne cessent d'augmenter, et que de toute façon, toute la consommation aujourd'hui média est de plus en plus connectée. Et il s'agit aujourd'hui de partager la data, d'avoir de l'agilité, et puis de regrouper des équipes, de prendre en compte aussi vos vendeurs qui sont dans les magasins, de les intégrer à votre stratégie. Voilà. Donc j'espère qu'on a fait passer ce message gagnant, 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 et que voilà, on va plaire finalement à tout le monde. Donc Thomas John, si tu veux, le monsieur loyal, si tu veux reprendre la main aussi pour nous indiquer les questions, on va reprendre. On a eu pas mal de questions dans le chat, du coup je vais les reprendre dans l'ordre. Il y en avait une de David. Ouais. Du coup, déjà, j'avais une première question pour toi, Salomé. Donc, bonjour, de quelle manière recrutez-vous les testeurs? Combien de temps leur demandez-vous par site ou application testée? Alors, en fait, on ne va pas parler par site ou par application, on va parler par session en fait, de test. Une session de test, ça dure entre 45, enfin, c'est environ 45 minutes. Et après, avec les questions qu'on peut avoir à la fin et le temps pour l'inattendu, on va compter environ 1 heure. Même si on prend un peu moins d'1 heure, c'est toujours bien de prévoir un peu plus large parce que si derrière la personne prévoit un autre rendez-vous ou quoi, qu'on n'ait pas coupé rapidement alors qu'au final on aurait pu prévoir un peu plus longtemps. Et au niveau des recrutements, ça se passe de deux façons. Soit en général, en fait, on va laisser l'entreprise choisir ses testeurs parce qu'il faut aussi une notion de disponibilité, il y a une notion de confiance et il y a une notion aussi de persona. Donc, du coup, suivant les projets, on n'a pas forcément le client ne nous laisse pas forcément la main sur ces choses-là. On ne gère pas forcément tout. Donc, du coup, c'est lui qui va faire ce choix-là. Après, nous, on va l'orienter au mieux pour bien lui expliquer les contraintes qu'on peut avoir, de ne pas choisir une personne qui fait de multiples tests parce que du coup, ça risque d'avoir un impact et de ne pas retester le même utilisateur 5 fois. Donc voilà. Après, c'est aussi au niveau de la disponibilité, de la possibilité qu'on a de l'accès aux testeurs parce que forcément 5 ça nous paraît peu, mais pour certaines entreprises avoir déjà 5 personnes disponibles c'est énorme. Et puis après il faut savoir que préparer des tests ça prend aussi du temps et faire toutes ces analyses ça prend aussi du temps, donc du coup ça a un impact. Plus on va faire de tests, plus on va passer du temps pour analyser toutes ces données. Donc du coup voilà, c'est pour ça aussi qu'on choisit le chiffre 5 parce que ça nous permet quand même de recentrer assez rapidement tout ça. Après, en général, voilà, la bonne pratique, c'est 5. En général, on en a moins parce qu'on n'a pas forcément accès à tout ça. Mais voilà, l'objectif, c'est vraiment de garder nos 5 testeurs. Okay. Merci. J'ai une autre question pour toi. Bonjour, comment détecter des problèmes UX, UI sur le site? Alors, ouais, ça c'était la question de David. Du coup, merci à tous les deux pour vos questions. Alors, il y a plusieurs moyens. Ça va être soit des grandes règles générales d'accessibilité, où là, on va notamment penser à la couleur. Par exemple, il ne faut pas mettre des éléments importants en jaune sur du blanc, parce que ça se verra moins. C'est pour ça que là, les éléments en jaune que vous voyez, par exemple, sur notre présentation, sont toujours des éléments d'arrière-plan, parce qu'ils ne sont pas mis en avant. Ils sont là pour surélever un peu le contenu, mais si on a un problème de lisibilité, c'est pas quelque chose qui est à lire le jeu. Donc voilà, on va avoir aussi la taille des caractères. Si c'est trop petit, ce n'est pas lisible, ce n'est donc pas accessible. On va avoir tout ce qui est donc colorimétrie, tout ce qui est espacement. Si c'est trop serré, c'est pareil, ça peut causer des contraintes. Voilà, il y a toute une liste comme ça de règles d'accessibilité qui existent, qui peuvent déjà faire une première passe, si je puis dire. Et ensuite, pour les autres problèmes, ce sera tester, demander, montrer votre plateforme pour avoir des retours en fait et bien comprendre quels sont les problèmes. Enfin, les problèmes en général se détectent face aux habitudes de navigation et à l'objectif que doit prendre l'utilisateur. Donc forcément, là, nous, on va parler principalement de grandes règles d'accessibilité, mais il y a aussi vraiment le persona en tant que tel qui va avoir ses habitudes de navigation et qui, du coup, aura des problèmes plus spécifiques.
Ok, merci. Du coup, Edouard, une question pour toi. Comment déterminer si un KPI comme le ROI est vraisemblable, sachant qu'il y a plusieurs leviers digitaux qui s'entrecroisent? Alors, c'est vrai que le ROI en global, effectivement, après, voilà, ça reste un KPI qui peut être global. Après, il s'agit de regarder, on va dire, par levier, quel ROI on peut obtenir. Donc là, on va rentrer un peu plus dans le détail. Effectivement, ça dépend de la structure d'audience que vous avez sur votre site Internet. Effectivement, ce qu'il faut, c'est analyser derrière ce ROI en fonction de la structure d'audience. J'entends par structure d'audience le trafic direct, les liens référents, le trafic organique, donc issu du référencement naturel, le trafic issu des campagnes que l'on peut effectivement segmenter, bien entendu. Hein, l'intérêt, c'est de mesurer. Et puis, une chose très importante, c'est de séparer, quand on fait des campagnes, les trafics marques et les trafics hors marque. Parce que c'est très facile aujourd'hui de transformer sur votre marque. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais ce n'est pas du tout les mêmes KPI quand on fait de l'acquisition de nouveaux clients. Effectivement, ça coûte plus cher. Et puis pareil pour le retargeting. On l'a vu tout à l'heure avec les pixels, les algos. C'est clair que on peut avoir, les algorithmes peuvent avoir tendance à faire une surpression sur Henri. Sachez que ça se maîtrise, ça. Et encore une fois, ça se règle. Donc, tout n'est question que de programmation aussi de la plateforme. Si vous voulez faire en sorte que votre internaute ne voit pas plus de 3 fois votre publicité sur une période donnée, c'est possible. Tout se règle. Voilà. J'espère avoir répondu à cette question. Je fais juste un petit coucou aux 75 personnes qui sont encore là et qu'elles n'hésitent pas, effectivement. On reste encore quelques minutes pour répondre à vos questions. Et puis sinon, effectivement, comme tu le diffuses, TJ. On a encore 4 questions, Ouais. avant de conclure. Donc, une pour toi, Edouard. Une campagne publicitaire avec des influenceuses est-elle très multiplicatrice de business? Exemple, réseau Instagram en B2C. Alors, on trouve un peu de tout là-dessus. On trouve un peu de tout en influence. Et effectivement, il y a parfois un peu des faux influenceurs. La tendance est quand même à des micro-influences aujourd'hui, je dirais. Donc, par rapport à des gros comptes, parce qu'après, il y a des stars en influence, mais qui coûtent aujourd'hui une fortune, que ce soit sur Insta, que ce soit sur YouTube, etc. Et très honnêtement, moi, j'ai pas vu dans les campagnes de choses waouh se passer en termes de ROI direct. Je pense que le travail d'influence, il est à rapprocher de ce qu'on fait en RP. Donc c'est un travail un peu de fourmi aujourd'hui, c'est les RP finalement d'aujourd'hui, et vraiment on est sur de la micro-influence. Donc l'idée, c'est d'aller parler aux bonnes audiences. Mais là aussi, ce qui peut être intéressant, c'est de croiser ce travail d'influenceuse aussi avec le travail sur vos personas pour essayer d'être au plus fin et de voir finalement quels sont les shoppers de mes produits, à qui je m'adresse, et peut-être de se nourrir effectivement de ces influenceuses, de ces groupes Facebook. Il ne s'agit pas non plus non plus de faire de la pub, mais au moins d'écouter ce qui est dit pour mieux les adresser derrière. Voilà. Ok, merci. Encore une question pour toi, Edouard. Hello, j'espère déjà que tout le monde va bien. Ma question, comment envisagez-vous l'arrêt des cookies tiers? Qu'est-ce que cela va changer pour vous en termes d'optimisation? Merci et bravo pour la présentation. Écoutez, ça va bien déjà, on est tous là présents, donc tant mieux, et j'espère que ça va bien pour vous tous aussi. Alors les cookies tiers, vaste question. Les cookies tiers, alors déjà en plus avec la RGPD, on le voit, c'est un sujet chaud bouillant parce qu'on voit que voilà, il y a des pratiques au niveau de nos clients qui intègrent des outils RGPD soit qui ne le sont pas réellement, soit qui mettent à la poubelle toute une partie de leur data. Et là, franchement, ça devient un peu limite dangereux, voire catastrophique pour eux, parce que finalement, ils deviennent complètement aveugles. Donc,
rapport à l'avis des cookies tiers, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on a les GAFAM et toutes les plateformes qui n'ont plus besoin de cookies tiers. Donc, pour eux, on va dire c'est plus un problème parce que eux, ils ont des ID uniques. Donc, comme on le voyait tout à l'heure avec les pixels, etc., on va pouvoir s'en passer. Après, là où ça pose problème, ça va être vis-à-vis d'autres régies et sites médias qui aujourd'hui sont en train de mettre en place des systèmes. Je pense à Unify avec effectivement toutes les régies de sites médias, sites d'actu, sites de presse en France, qui viennent sur un identifiant unique, qui croisent, qui font des data lakes pour mieux effectivement adresser les audiences derrière et passer au travers de cette régulation qui est les cookies tiers. Voilà. Et pour l'instant, on est encore entre deux eaux, et puis avec ce qui se passe à l'heure actuelle, je pense qu'on a encore un peu de répit. Mais à suivre. Et en termes de marquage, effectivement, pour les entreprises, ça reste une question importante. Ok, merci. 2 questions pour toi, Salomé. Est-ce qu'on peut retrouver quelque part des règles du X principal? Alors, il existe des normes d'accessibilité qui sont disponibles sur Internet. C'est le W3C, il me semble, où là, en fait, vous aurez toutes les normes d'accessibilité. Vous pouvez aussi tester votre site selon ces normes-là. Après, c'est des normes qui sont très, très fortes. Il y a différents niveaux d'accessibilité. Donc, on a le triple A, le double A, etc. Le double A large, le A simple, etc. Mais du coup, ça permet déjà de retrouver tout ça. Donc, oui, vous en avez, c'est le W3C. Et du coup, ça complète un peu l'autre question. Bonjour, est-ce que niveau accessibilité, vous conseillez d'atteindre un certain niveau des certifications d'accessibilité? Alors oui, forcément, il faut toujours penser à accessibilité pour tous, bien entendu. Surtout sur le web où en fait on a beaucoup moins de notions de handicap. Et du coup, il faut bien prendre tout ça en compte parce qu'il faut inclure tous nos utilisateurs. Après, je ne peux pas faire une recommandation spécifique. J'ai envie plus de dire que ça dépend de tout, en fait. Ça dépend de votre site principalement. Si vous faites un site, je ne sais pas, pour le gouvernement, forcément, il y aura des normes supplémentaires à respecter. Parce que certaines normes, par exemple du gris foncé sur du gris clair, elles vont vous dire que ça passe pas, alors qu'en fait, par exemple ici, si on le prend, c'est tout à fait lisible. Donc en fait, il faut vraiment juger les choses indépendamment. Respecter des normes, c'est bien, mais pour le coup, ça a souvent un peu un aspect très brut et très noir et blanc pour s'assurer que ce soit bien lisible. Donc voilà. Après, atteindre un double A, c'est déjà clairement très bien. Ok. Je vois qu'il y a une dernière question qui vient d'arriver. Y a-t-il des outils d'analyse audit pour UX, UI de son site? Des outils de benchmark versus concurrents? Alors, des outils de benchmark versus concurrents, j'ai envie de dire, ça ce sera un peu à la mano, il faudra les faire soi-même. Aller étudier du coup tous vos concurrents et voir d'un point de vue accessibilité comment ils s'en sortent, etc. Et après, vous avez des sites, comme on a des sites qui aujourd'hui nous donnent un peu notre valeur SEO. Oui, vous aurez des sites qui vous donneront un peu votre valeur en UX qui existe. J'en ai pas là sous la main. Mais si j'en trouve, je les rajouterai peut-être en commentaire de la description YouTube, peut-être, TJ. Je rajoute juste un point là-dessus pour compléter sur les outils UX. Donc, vous parliez de vos outils de test utilisateurs. Il y a aussi des outils comme Hotjar qui permettent de faire des cartes de chaleur. Vous avez moins connu Yandex Metrica. Donc, Yandex, c'est le moteur de recherche russe. Et la version Yandex Metrica, qui est la version Analytics, en fait, le tag vous permet de faire du heatmap gratuitement. Voilà, donc ça peut être aussi intéressant si vous voulez voir par rapport cette fois-ci à l'audience réelle de votre site, de voir comment se comportent vos audiences grâce à ces outils-là. Il y en a plein d'autres. Il y a ClickTail aussi, qui est une solution israélienne qui enregistre les sessions. Donc là aussi, il y a des outils particulièrement puissants. Après, ce que tu disais, Salomé, il faut, je pense,
avoir une démarche qui soit assez construite parce qu'on peut se retrouver avec des centaines de vidéos ou des heatmaps et finalement pas comprendre grand-chose. Voilà. Voilà, c'est ça. Et puis après, même au-delà de ça, de l'aspect visuel, il y a aussi le contenu qui est énormément important. Nous, on s'en rend beaucoup compte quand on fait tester des maquettes où du coup, sur certains paragraphes, on a encore du lorem ipsum parce qu'on n'a pas le contenu final, où les testeurs nous disent, bah ouais, c'est bien, hein, ça fonctionne, mais pour autant, si le contenu derrière ne suit pas, je ne vais pas revenir sur une plateforme, quoi. Donc c'est sûr, oui, il y a l'aspect d'accessibilité, mais il y a aussi tout ce qu'on en fait derrière et tout le contenu et tout ce qui est présent dessus. Et même la cohérence entre l'image et le reste de la page, c'est important. Donc après, c'est vraiment tout qui est à prendre en compte dans la globalité. Et au-delà des sites qui vous permettront de tester quelque chose de manière très spécifique et d'avoir des retours sur l'accessibilité au sens large, il y a bien évidemment l'utilisateur final à tester et à prendre en compte. Et comme le souligne Fabien, il y a aussi les outils de test PageSpeed qui peuvent compléter l'approche UX, effectivement. Et comme on l'a vu, avec un impact direct sur le taux de conversion, souvent. Voilà. On a encore une dernière question. Ah non, 2 dernières questions. Après, on va s'arrêter là, peut-être. Bonjour, pouvez-vous noter… C'est l'apéro après. Ouais, après, c'est ça. On va aller boire un café. Tous ensemble les trinquer, il n'y a pas de souci. Allez. Bonjour, pouvez-vous noter les noms des sites pour les tests? Les noms des sites pour les tests, c'est-à-dire utilisés pour faire des tests utilisateurs? Je pense, ouais. Alors en fait, ça va se faire beaucoup en visio, de la visio avec du partage d'écran clairement. Et après, je vous ai parlé pas mal du coup de l'extension Useberry pour Adobe XD qui est entièrement gratuite et qui permet déjà d'avoir quelques données sur une plateforme. Donc si vous avez Adobe XD, que vous avez 3-4 maquettes, n'hésitez pas à la tester parce que déjà ça vous donnera un peu des retours et de la donnée brute à analyser. Et après, honnêtement, des extensions, il en existe plein, mais clairement, ça vous donnera voilà, une quantité d'informations. Il y a aussi Userlytics, il me semble, qui est une extension Adobe XD et qui est payante pour le coup. Donc voilà, après, c'est se familiariser avec un outil et chacun est libre d'utiliser ce qu'il veut. Et le but, c'est vraiment d'avoir la démarche derrière, de bien comprendre le besoin de l'utilisateur. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, savoir qu'une personne a passé 1 minute pour retourner d'une page à une autre, bah oui, c'est bien, mais si on ne sait pas pourquoi elle a passé cette minute-là, cette donnée brute d'1 minute, elle a peu d'impact au final. Ok, merci. Et du coup, une question qui conclut bien et qui est pour autant Edouard que Salomé. Peut-on facilement expliquer une baisse ROI suite au changement UX/UI? Si oui, comment? L'attaque où tu vas. Honneur à toi, Salomé. Alors, je dirais, malheureusement, c'est pas parce qu'on va prendre une décision UX/UI que ça va être la bonne. C'est justement ça l'idée. L'idée, c'est l'UX aujourd'hui, on nous le vend beaucoup en nous disant on peut faire des projets en 5 jours. Oui, c'est vrai, on peut sortir un projet en 5 jours, on peut le tester, etc. On peut obtenir des retours. Mais c'est pas pour autant que ça va fonctionner. C'est pas pour autant qu'on ne soulève pas d'autres problèmes. Moi, pour ça, j'aime bien prendre l'exemple de Carrefour. Je sais pas, enfin, vous êtes déjà tous allés, je pense, faire des courses chez Carrefour et vous avez vu, ils ont mis en place les petites scanettes pour qu'on puisse scanner nous-mêmes nos produits et on gagne du temps à la caisse. Donc, l'avantage, c'était ça. C'était le besoin de l'utilisateur, gagner du temps à la caisse. Cool, parfait. On va leur mettre en place des scanettes. Les gens vont scanner leurs produits au fur et à mesure. Sauf qu'à la fin, on se retrouvait à 50 à faire la queue à la même caisse. Donc, ça ne résolvait pas le problème de queue à la caisse. Et en parallèle, on a soulevé un autre problème qui est les caissiers et les caissières se retrouvent à avoir moins de travail. Et du coup, la crainte de licenciement, la crainte économique. Donc, en fait, on a pensé créer une solution au problème, gagner du temps à la caisse, sauf qu'en fait, malheureusement, on a créé 2 autres problèmes parce qu'on continue de faire du temps à la caisse et en plus, les caissiers et les caissières se retrouvent avec d'autres problèmes d'autant importants. Donc, du coup, on a mis en place une démarche UX peut-être, mais ça a un impact derrière qui n'est pas forcément le bon. Et du coup, aujourd'hui, quand vous allez à Carrefour et que vous avez votre petite scanette, vous pouvez quand même payer à n'importe quelle caisse avec un caissier ou une caissière physique.
Et du coup, ça a résolu un peu tous les problèmes parce qu'on répartit toutes les personnes sur l'ensemble des caisses. Et en parallèle, on peut gagner du temps parce qu'on n'a plus à sortir toutes ces affaires du chariot, on n'a plus à toutes les remettre. Pareil pour les caissiers, ils n'ont plus à soulever des packs d'eau qui se pèsent un point infini. Pareil pour nous parce que c'est quand même pas pratique. Et au final, tout le monde est gagnant. Et voilà. Sauf qu'en fait, entre le moment où on a mis en place les petites canettes et le moment où tout le monde a été gagnant, il s'est passé déjà un laps de temps qui a permis aux personnes de s'habituer aux canettes. Ensuite, on s'est rendu compte que ça ne résolvait pas forcément tous les problèmes et en plus que ça en crée d'autres. Et du coup, l'erreur est humaine. On teste aujourd'hui des plateformes sur 5 personnes, oui, mais malheureusement, ça ne donne pas l'ensemble de tous les utilisateurs. C'est pour ça que derrière, on connecte aussi avec d'autres outils comme Hotjar et comme Google Analytics, Google Optimize, qui nous permettent d'avoir vraiment une vue plus globale et plus complète. C'est là où, effectivement, ce qui me permet aussi de rajouter un point important là, par rapport à cette question, c'est vraiment ce qu'il faut, c'est analyser l'audience, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à la baisse du ROI. Donc, est-ce qu'il y a eu un changement de site? Parce que là, il peut y avoir un impact de la baisse de votre référencement naturel. De changement au niveau des pages. Donc là, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment vraiment d'analyser le trafic du site à l'aide des outils de mesure. Hein. Vraiment, vous devez avoir un Google Analytics pour déjà essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé avant et effectivement de cerner des choses qui peuvent devenir des facteurs bloquants. Hein. Malheureusement, ce que l'on observe aujourd'hui souvent, c'est que des fois des refontes de sites, que ce soit d'un point de vue SEO, mais aussi d'un point de vue UX, peuvent faire perdre finalement, comme elles peuvent faire gagner. Mais effectivement, on constate que parfois on arrive après la guerre et il y a des choses où on avait un site qui marchait très bien, qui était très bien positionné, qui était peut-être moche, mais il fonctionnait, ça marchait vite. Et puis un nouveau site est sorti. Alors, il est très joli, il y a de la vidéo, etc. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de vidéo, mais là, badaboum, plus de un ROI, un taux de conversion en chute libre, moins de trafic. Donc voilà. Donc là encore, hein, le digital, c'est un écosystème qui peut être fragile et qui est changeant. Donc parfois, il faut vraiment y aller mollo et faire des tests. Encore une fois, c'est tester, optimiser avec ce principe itératif. C'est vraiment la clé de la performance. Merci. Je crois qu'on a fait le tour. Merci à tous pour être venus et nous avoir écoutés, avoir posé vos questions. Merci. Ouais. Effectivement, on est encore un peu plus de 50. Donc comme vous l'avez vu, là, on a les livres blancs cybercité et puis TJ, tu diffusais si vous voulez. sur… Côté webcam, nous, c'est vrai qu'on a fait d'autres webinaires et conférences sur le sujet de l'UX. Donc, si jamais vous voulez revoir nos différentes conférences, n'hésitez pas à aller voir ça sur notre chaîne YouTube. Voilà, et sur Cybercité, vous pouvez télécharger les magazines, les livres blancs qui sont sortis récemment. Encore une fois, merci à tous. Merci dans ces temps un peu bizarres, on doit le dire, mais merci d'avoir assisté à ce webinaire qui a été une première, hein, pour rien vous cacher. À la base, on l'avait prévu en physique, mais on ne savait pas qu'on allait être en confinement. Et finalement, effectivement, ça se fait plutôt bien. Donc, n'hésitez pas. Si vous voulez nous contacter sur LinkedIn, etc., on est là aussi pour répondre à vos questions. Voilà. Merci à vous et bonne journée. Et puis, c'est bientôt l'apéritif. Bientôt. Qui perd pas le nord. Merci à tous. Merci. Bonne journée.